Je suis allé à ma deuxième maison pour la louer et j'ai trouvé les parents de ma belle-fille qui faisaient la fête avec 4 parents. Ils ont ri, notre fille l'a permis. Cette maison sera la sienne de toute façon. Quelques heures plus tard. J'ai construit beaucoup de choses dans ma vie. Une entreprise, une maison, une famille. Vous savez quoi? Je n'ai jamais développé de tolérance pour un homme qui boit votre bourbon, rit dans votre salon, et a le culot d'appeler ça un héritage. Mais nous en viendrons à Harold. D'abord, laissez-moi vous raconter. Le jeudi après-midi où je suis entré dans mon propre allée, et j'ai réalisé que ma belle famille avait emménagé. Bienvenue dans la vengeance crue de papa. Appuyez sur ce bouton j'aime. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez. Cette histoire va vous emmener quelque part. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Andrew Martin, 69 ans, né et élevé à Fort Collins, Colorado, côté est de la ville. J'ai un fils, Daniel, 31 ans. Intelligent, bon cœur, la seule meilleure chose que j'ai jamais contribué à ce monde. Et j'ai une deuxième maison, une maison de 4 chambres de style artisan sur Mariana Butte Drive à Loveland, Colorado, assise sur une douce colline qui donne sur le réservoir. Comme si tout le paysage avait été arrangé spécifiquement pour la vue depuis ma véranda. J'ai acheté cette maison il y a 12 ans. J'avais l'intention de louer cette maison. Le marché de Loveland était solide. Ma gestionnaire immobilière, Jane Holt, 20 ans d'expérience dans l'immobilier du Colorado. Sans fioriture. Exactement le genre de femme que vous voulez pour gérer votre propriété. Elle avait déjà recueilli un intérêt sérieux de 2 couples. Bon candidat, solides applications. Tout ce que j'avais à faire, c'était de descendre, de visiter la propriété une dernière fois, de prendre des photos mises à jour pour l'annonce, et de donner le feu vert à Jane. 45 minutes de Fort Collins à Loveland par une journée claire d'août. J'ai fait ce trajet plus de fois que je ne peux compter. Fenêtre baissée, ce genre d'air de fin d'été du Colorado qui est chaud, sec et honnête dans vos poumons. Le réservoir attrapant le soleil de l'après-midi au loin, comme s'il se montrait. La radio diffusait quelque chose que je n'écoutais pas vraiment. Je pensais au prix de location, à savoir si la chambre principale avait besoin d'une nouvelle couche de peinture avant l'arrivée des nouveaux locataires. J'étais de très bonne humeur. J'ai tourné sur Mariana Butte Drive à 14h14. La rue ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été. Propre, calme, les grands peupliers projetant de longues ombres sur le trottoir. Un couple d'enfants à vélo 3 maisons plus loin. Faisant ce que les enfants en août font quand la journée est encore grande ouverte et que l'école est encore le problème de quelqu'un d'autre. Tout à fait normal. Et puis, je suis entré dans mon allée. 3 véhicules que je ne reconnaissais pas. Un Chevy Silverado avec des plaques du Kansas garé le plus près du garage. Un GMC Yukon blanc derrière. Une Honda Accord argentée avec un feu arrière fissuré, serré le long de la clôture latérale. Ma porte de garage grande ouverte. Et de quelques paras. L'intérieur de la maison, de la musique. Pas fort comme une fête, juste confortable. La musique de gens qui ne ressentent pas le besoin de baisser le volume parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de s'expliquer. Je me suis assis dans mon camion, je n'ai pas attrapé la poignée de la porte, je suis resté assis, le moteur tournant alors qu'il refroidissait, regardant ces 3 véhicules, laissant mon cerveau faire ce qu'il fait quand quelque chose ne colle pas. Ce tour lent et délibéré, comme un cadenas à combinaison, trouvant ces chiffres un à la fois. Puis j'ai reconnu le Chevy Silverado, le camion de Harold Bennett, le père de ma belle-fille. Je l'avais déjà vu une fois, garé dans l'allée de Daniel et Cassie il y a 2 étés. J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai coupé le moteur, mis mes clés dans la poche de ma veste et franchi ma propre porte d'entrée. 6 personnes. Il y avait 6 personnes dans ma maison, occupées
Je veux que vous imaginiez cela. Attentivement, parce que j'ai besoin que vous ressentiez ce que j'ai ressenti. Debout dans cette entrée, mon salon. Harold Bennett dans mon fauteuil près de la fenêtre. Mon fauteuil penché en arrière, une cheville croisée sur son genou. Complètement à l'aise. Sa femme. Morin sur le canapé, chaussures enlevées, pieds repliés sous elle. La posture d'une femme qui a décidé que cet endroit lui convenait parfaitement. Leur fils. Kyle dans l'autre fauteuil, téléphone à la main, n'avait pas levé les yeux une seule fois. La petite amie de Kyle, Trish, à côté de Maureen, riant de quelque chose que Harold venait de dire. Et deux personnes que je n'avais jamais vues de ma vie. Un homme en sweatshirt de l'université du Kansas et une femme pieds nus sur mes parquets fraîchement rénovés, à mon îlot de cuisine, travaillant sur une planche de charcuterie qui n'avait absolument, définitivement, pas été dans cette maison. Ce matin. Quelqu'un avait fait des courses pour ma maison, comme si c'était une location de vacances qu'ils avaient réservée pour le long week-end. Et sur mon comptoir de cuisine, ouverte et déjà considérablement réduite, ma bouteille de bourbon. Blanton S Single Barrel. 2019. Une bouteille que j'avais spécifiquement gardée. Pour une occasion qui n'était pas encore arrivée. Elle était arrivée maintenant. Mais pas pour moi. Harold me vit le premier. Il ne broncha pas, ne se redressa pas, n'eut pas la décence humaine la plus élémentaire de paraître le moins du monde pris sur le fait. Il me vit debout. Dans ma propre porte, et son visage s'épanouit dans le large sourire facile d'un homme accueillant un invité dans sa maison. Andrew, dit-il, les bras grands ouverts, un verre de bourbon à la main. Nous nous demandions quand tu allais te montrer. Je restai dans l'entrée et ne dis rien. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je faisais quelque chose de plus important. Je regardais le Blanton S ouvert, la femme pieds nus. Sur mes planchers, Kyle, qui n'avait toujours pas levé les yeux de son téléphone, Maureen, qui me fit un petit signe de la main du canapé, comme si j'étais un voisin qui était passé à l'improviste, et qu'elle me recevait gracieusement. Puis, je regardai de nouveau Harold. Harold, dis-je, ma voix sortit. Complètement égale. Je ne l'avais pas prévu ainsi. C'est juste sorti ainsi. Comme l'eau trouve son niveau sans qu'on le lui dise. Qu'est-ce qui se passe ici? Pas une question, une affirmation, le genre qui exige une réponse. Oh. Ne t'inquiète pas, dit-il en agitant la main. Le geste d'un homme qui écarte une préoccupation légèrement amusante. Oh, ne vous en faites pas, dit-il. Ne vous en faites pas. Dans ma maison. Avec mon bourbon, Cassie a dit que c'était bon. Nous avions besoin d'un endroit. Pour la famille. Les enfants passaient par là. Il fit un geste autour de la pièce, comme s'il me la présentait. Belle maison, d'ailleurs. Cette vue de derrière est quelque chose d'autre. Je laissai cela planer pendant un souffle. Cassie a dit que c'était bien. Répétai-je. Ce sera la sienne de toute façon, offrit agréablement Maureen. Depuis le canapé, raisonnablement, comme si elle commentait le temps. Une fois que Daniel héritera, alors vraiment, nous sommes essentiellement, puis il rit. J'ai besoin que vous restiez avec moi parce que c'est le moment. Pas le commentaire de Maureen, pas le bourbon ouvert, pas l'inconnu pieds nus sur mes sols. Le rire plein, authentique, complètement décontracté de Harold Bennett. Le rire d'un homme qui a fait les calculs, aime la réponse, et ne voit absolument aucune raison de le cacher. Le rire d'un homme qui croit en ses os. Que tout ce qu'Andrew Martin a construit est déjà, d'une manière permanente et établie, accessible au Bennett. Et que la chose la plus drôle dans la pièce en ce moment est l'idée que l'homme debout dans l'embrasure de la porte pourrait réellement faire quelque chose à ce sujet. Kyle renifla sans lever les yeux. Trish gloussa sur commande. L'homme en souhaite à capuche du Kansas leva mon verre de bourbon vers moi comme un toast. Je laissai le rire se terminer. Je ne l'interrompis pas.
Je ne le pressais pas. Je le laissais s'étirer complètement, comme on laisse un homme parler jusqu'à ce qu'il ait dit assez. Puis, j'entrai. Pas vite. Pas avec de la précipitation dans mes pas. Je marchais. Comme j'entre dans chaque pièce que je possède. Comme si j'avais tout le temps du monde et tous les droits qui y sont. Jusqu'au centre de mon salon. Je m'arrêtais là. Je regardais autour de moi une dernière fois. Le Bourbon, les pieds nus, la planche de charcuterie, le téléphone de Kyle, le sourire de Harold. Puis, je regardais Harold et je parlais assez doucement pour que tout le monde se penche légèrement en avant sans s'en rendre compte. Je vais dire ceci une fois. Dis-je. C'est ma maison, mon titre de propriété, mon nom. Une pause. Courte, nette, délibérée. Je ne sais pas ce que Cassie vous a dit. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit en venant ici, mais j'ai besoin que chaque personne dans cette pièce et chaque véhicule dans mon allée soit parti avant mon retour. Harold, juste son nom, plat éclairci sa gorge et finale comme un point à la fin d'une phrase. Il la ferma. Je regardai autour de la pièce une dernière fois. Laissai mes yeux se poser sur chaque visage lentement, sans hâte. Comme on regarde quelque chose que l'on grave dans sa mémoire. Puis, je retournai à ma porte d'entrée, l'ouvris et fis une pause, la main sur l'encadrement. Assurez-vous de remplacer le Bourbon, dis-je. Je refermai la porte derrière moi, car leur dire de partir était le plancher. Ce qui vint ensuite était le plafond. Et Harold Bennett n'avait absolument aucune idée de la hauteur qu'il atteignait. Je montai dans mon camion. Je reculai de mon allée à une vitesse normale. Je conduisis 4 pâtés de maison sur Eisenhower Avenue et me garai sur le parking de Starbucks et restai assis une minute, le moteur tournant et la climatisation allumée, le soleil de fin août pressant blanc et plat contre le pare-brise. Puis, j'ai sorti mon téléphone et appelé mon fils. Daniel a répondu à la deuxième sonnerie. Et, papa. Tout va bien? Non, dis-je, mais j'ai besoin que tu répondes à une question avant que je n'explique quoi que ce soit. D'autres? Une pause. L'inquiétude s'immisçant. D'accord. As-tu donné une clé de la maison de Loveland à Cassie? Silence. Le genre qui dure trop longtemps. Oui, dit-il finalement, il y a des mois. Elle a dit qu'elle voulait pouvoir vérifier l'endroit. Arroser les plantes si tu étais parti un moment. Je n'y ai pas pensé. Lui as-tu dit qu'elle pouvait la donner à quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Sa voix se tendit. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Je poussai un long soupir. Je suis arrivé à la maison aujourd'hui. Daniel, tes beaux-parents étaient à l'intérieur. Harold dans mon fauteuil, Maureen sur mon canapé, Kyle et sa petite amie. 2 inconnus que je n'avais jamais vus. Mon Bourbon ouvert sur le comptoir. On aurait dit qu'ils étaient là depuis des jours. Un autre silence, plus long. Cette fois. Quand Daniel parla de nouveau, sa voix était plus basse, mesurée, la voix d'un homme faisant des calculs dont il n'aimait pas la réponse. Cassie ne m'a rien dit. Je sais qu'elle ne l'a pas fait. Je suis désolé, dit Daniel doucement. Honnêtement, de la manière dont un homme bon le dit quand il n'a rien fait de mal mais se sent quand même responsable parce que quelqu'un qu'il aime l'a fait. Ne le sois pas, dis-je. Tu n'as pas donné la clé à Harold. Tu as fait confiance à ta femme. Qu'est-ce que tu vas faire? Je regardais par le pare-brise l'après-midi du Colorado. Le soleil était encore haut. La journée était encore chaude et je pensais déjà 3 coups d'avance. Je vais m'en occuper, dis-je. J'ai raccroché et j'ai appelé Bill Taney. Bill est mon avocat depuis 19 ans. Il me connaît assez bien pour passer la partie où la plupart des gens disent « Comment allez-vous ?» et arriver directement à la partie où quelque chose compte vraiment.
Je lui ai tout raconté, chaque détail dans l'ordre, pendant que c'était encore frais. Il y a eu une pause sur la ligne quand j'ai eu fini. La pause particulière de Bill Taney signifie qu'il fait fonctionner 2 ou 3 choses simultanément dans son cerveau d'avocat méticuleux. Puis il m'a dit ce que nous ferions ensuite. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait de jouer. Le long terme. Ce n'est pas seulement de la colère. C'est de la clarté. Cette sorte de clarté. Froide, nette, ultra précise qui n'arrive que lorsque quelqu'un vous a poussé si loin au-delà de l'émotion que vous en sortez de l'autre côté, quelque part plus calme, quelque part plus délibéré, quelque part significativement plus dangereux. C'est là où j'étais cet après-midi-là. Je suis sorti de ma propre maison à Loveland. J'ai appelé Jane Hall du parking du Starbucks le même après-midi, toujours dans mon camion, le café refroidissant dans le porte-gobelet, et je lui ai dit de ralentir la présentation de la propriété pendant exactement 1 semaine. Je n'ai pas expliqué pourquoi. Jane travaille avec moi depuis assez longtemps pour savoir que quand je dis attendre, je veux dire attendre et je veux dire que j'ai une raison. Elle a dit, compris. Et ce fut la fin de cette conversation. Puis je suis retourné à Fort Collins. La maison était vide quand je suis rentré. Je le sais parce que je suis passé devant en sortant de Loveland. Les 3 véhicules étaient partis. La porte du garage était fermée, la rue calme et ordinaire en cette fin de soirée d'août. Ils étaient partis parce que, quoi que Harold Bennett ait cru de cette propriété, il n'était pas prêt à le confronter à un homme qui venait de le regarder dans les yeux au centre de son propre salon et de parler de cette voix si particulière. Personne ne l'est jamais. 6 jours plus tard, j'ai dîné le dimanche avec Daniel et Cassie. Nous nous sommes assis. Daniel m'a parlé d'un projet de travail qu'il avait dirigé. Une restructuration plus compliquée qu'il n'y paraissait. Le genre de problème qui exige de penser 3 coups d'avance. Je lui ai dit que cela semblait être géré exactement comme il fallait. Parce qu'il l'était. Cassie a parlé du nouveau bébé de sa sœur. À quel point tout le monde était fatigué. À quel point ils étaient heureux. J'ai posé 2 bonnes questions. J'ai bien écouté. J'ai ri quand quelque chose était drôle. Parce que c'était vraiment drôle. Quelque part entre le dîner et le dessert. Cassie a mentionné légèrement, avec précaution, la manière dont on mentionne quelque chose qu'on a décidé de mentionner, mais dont on n'a pas encore pleinement décidé comment. Que ses parents étaient passés à la maison de Loveland. J'ai levé les yeux de mon assiette. Ouvert, d'où l'expression d'un homme recevant une nouvelle légèrement intéressante sur un sujet légèrement intéressant. Oh oui, dis-je. Comment ont-ils aimé la région? Elle observa mon visage une demi-seconde de plus que ce que la question exigeait. Vérifiant, cherchant le scintillement, le resserrement, le signal que cette conversation avait du poids. Je ne lui ai rien donné. Ils ont adoré, dit-elle. Un super réservoir? Dis-je. Magnifique à cette période de l'année. Et j'ai tendu la main vers les petits pains et demandé à Daniel s'il voulait le dernier. Il en voulait. Je le lui ai donné. Et ce fut la fin de cela. Ce que Cassie ne savait pas, ce que personne à cette table ne savait, c'est que 48 heures plus tôt, Bill Taney avait commencé à rédiger le cadre juridique de ma propriété de Loveland. Pas de structure impliquant un accès partagé, une future prise de possession, ou l'héritage tranquille et confortable que Harold Bennett avait apparemment déjà mentalement déposé sur le compte de sa famille. Bill m'a appelé 4 jours après ce dîner dominical. Il avait ce ton, celui qui signifie que quelque chose s'est développé et nécessite plus d'un cadre juridique simultanément. Jane est passée à la propriété, dit-il. Je sais, dis-je. Inspection de routine. Elle a relevé le courrier. Je posai ma tasse de café. Ce n'était pas votre
Courrier, dit Bill. Je savais déjà où cela allait, mais je le laissais finir. Abonnement à un magazine. Correspondance d'une compagnie d'assurance du Kansas. Renouvellement de l'adhésion Costco. Une pause. Tous adressés à Harold et Morin Bennett à votre adresse. La lumière de fin août. Faisait ce qu'elle fait au Colorado le soir, devenant longue, ambrée. Spécifique, comme si elle choisissait des détails qu'elle voulait que vous remarquiez avant la fin de la journée. Combien de temps pensez-vous, dit Bill. Assez longtemps, dis-je, pour obtenir un renouvellement d'adhésion. Costco. Silence sur la ligne. Le silence particulier de Bill Tanner qui signifie qu'il construit quelque chose dans sa tête et veut que ce soit juste avant de parler. Andrew, dit-il. Finalement, ce n'était pas spontané cet après-midi-là. La fête, la nourriture. Le confort de tout cela, la façon dont ils étaient assis dans cette maison. Ce n'étaient pas des gens qui avaient l'impression d'emprunter quelque chose. C'étaient des gens qui avaient l'impression d'y vivre déjà. Je ne dis rien. Cela a des implications, dit-il, qui vont bien au-delà d'un mauvais après-midi. Construisez le dossier, dis-je. Déjà commencé, dit Bill. Voici ce qui est entré dans le dossier. Un rapport formel de violation de propriété déposé auprès du bureau du shérif du comté de Larimée. Discret, sans presse, sans drame, sans appel téléphonique à Daniel ou Cassie. Juste un rapport daté et horodaté dans les archives permanentes, une lettre recommandée envoyée directement à Harold et Morin Bennett à leur adresse de domicile à Wichita, Kansas, les informant officiellement que la propriété de Mariana Butte Drive, Loveland, Colorado, était une propriété privée. Que leur présence y était non autorisée, et que toute entrée future sans autorisation écrite du propriétaire serait poursuivie comme intrusion criminelle en vertu de la loi du Colorado. Je n'ai pas averti Harold que la lettre arrivait. Je n'ai pas dit à Cassie. Je n'en ai pas parlé à Daniel. Je l'ai scellé de la même manière que Bill a scellé l'enveloppe. Propre, complète, envoyée. L'accusé de réception certifiée reviendrait quand il reviendrait. Pendant ce temps, j'ai appelé Jane et lui ai dit que nous allions de l'avant. Elle avait 2 solides candidatures. Sa recommandation était un jeune couple. Ryan et Beth Hudson. D'excellentes références. Jane a mentionné qu'il lui avait envoyé un mot de remerciement manuscrit après leur 2e visite, ce qu'elle a évoqué avec une appréciation tranquille, celle de quelqu'un qui ne voit plus ça. J'ai signé le bail à $2850 par mois. Date d'entrée, le 1er septembre. Je suis resté sur la véranda ce soir-là jusqu'à ce que les montagnes s'obscurcissent. Je me suis fait une promesse, pas à voix haute, mais la vraie. Celle qui vit dans la poitrine d'un homme et ne le quitte pas. Daniel ne serait pas un dommage collatéral dans tout cela. Quoi qu'il arrive ensuite, il partirait en sachant que son père avait agi pour lui, pas contre lui. C'était la ligne que je ne franchirais pas. 14 mois passèrent. Tranquillement. Comme le font toujours les meilleurs mouvements. Ryan et Beth Hudson s'installèrent dans la maison de Loveland. Beth planta quelque chose dans le jardin arrière. Les loyers arrivèrent à temps chaque mois sans exception. Et, sous toute cette normalité tranquille, quelque chose avait grandi dans mon esprit. Depuis l'après-midi où j'étais resté dans mon propre salon et avais regardé Harold Bennett rire. J'ai appelé Bill Tanner à 8 heures un mardi matin. J'ai réfléchi, dis-je. Je m'en doutais, dit Bill. Je veux vendre la propriété, dis-je. La maison de Loveland. Une pause. La pause de Bill Tanner. Traitant les implications, vérifiant les angles. Directement. Dit-il. Directement. Meilleure offre. Vente nette. Je posais ma tasse. Je veux qu'elle disparaisse. Andrew, c'est un actif important. L'actif, dis-je.
N'est pas la maison. L'actif est ce que je fais des bénéfices. Je l'entendis. Poser quelque chose sur son bureau, le son d'un homme qui accorde toute son attention à une conversation. Dis-moi ce que tu penses, dit-il. Alors je lui ai dit. Quand j'ai eu fini. Il y a eu un long silence sur la ligne. Puis Bill a dit, d'un ton prudent et mesuré, celui d'un homme qui pratique le droit depuis 30 ans et a appris à ne jamais montrer de surprise. Andrew, c'est la chose la plus approfondie que tu m'aies jamais demandé de faire. Peux-tu le faire, dis-je. Je peux faire rédiger le cadre d'ici la fin de la semaine. Bien, ai-je dit. Commencez. J'ai raccroché, versé une deuxième tasse de café et commencé à faire d'autres plans. Voici ce que Bill Taney a construit au cours des 2 semaines suivantes. Je veux que vous prêtiez attention à chaque pièce de ceci, car chaque pièce compte. D'abord, la maison. Jane Holt l'avait mise en vente en 4 jours. Bonne photo, description honnête. Prix demandé solide. Au 9e jour, elle avait 3 offres sérieuses. J'ai pris la plus simple, un couple de Denver, clôture en 30 jours. J'ai signé les documents un mercredi après-midi, et je n'ai ressenti que de la certitude. La maison était partie. Quelle que soit l'hypothèse sur laquelle Harold Bennett construisait tranquillement son avenir, elle venait d'être vendue à des inconnus. À sa juste valeur marchande. Pas de drame, pas d'annonce, juste partie. Mais ce n'était que le début. Les recettes sont allées directement dans une fiducie, pas une simple fiducie, une fiducie spécifiquement, soigneusement, délibérément structurée que Bill a passé la majeure partie d'une semaine à rédiger avec le genre de précision qui met les autres avocats mal à l'aise. Voici ce que cette fiducie disait en langage clair. Daniel Martin hériterait entièrement, complètement. Son père ne l'avait pas abandonné et n'y avait jamais pensé un seul instant. Mais, et c'est la partie que je veux que vous entendiez, les termes incluaient une clause spécifique. Rédigée en langage juridique clair et sans ambiguïté, stipulant que si l'épouse de Daniel souhaitait avoir un accès légal, une réclamation ou un bénéfice quelconque sur un actif détenu dans la fiducie, elle devrait d'abord signer un accord post-nuptial, rédigé par un conseiller indépendant, signé volontairement et enregistré. Non pas parce que je détestais Cassie, mais parce que j'avais vu ses parents se tenir dans mon salon et compter de l'argent qui n'était pas encore le leur. Et j'avais compris à ce moment-là que l'amour sans structure n'est qu'une porte ouverte avec un paillasson pour quiconque se sent à ces endroits d'y entrer. J'avais fini de laisser les portes ouvertes, mais je n'avais pas fini. Bill a également établi un fonds de legs distinct, spécifiquement et exclusivement désigné pour tout futur petit enfant, les petits-enfants d'Andrew Martin, structuré pour leur être directement transmis, contournant entièrement Daniel et Cassie si les circonstances l'exigeaient un jour. Leur éducation, leur départ, leur avenir protégé des décisions prises au-dessus d'eux par des personnes qu'ils n'avaient pas choisies et qu'ils ne pouvaient pas contrôler. J'ai longtemps réfléchi à ce fond après que Bill me l'ait expliqué. À des enfants qui n'existaient pas encore, à ce que cela signifiait de construire quelque chose destiné à me survivre de 2 générations. Ma femme Karen l'aurait adoré. Elle pensait toujours plus loin que moi. Même à la fin, elle pensait plus loin. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Daniel, ni à Cassie, ni à mon ami Dave, qui m'a appelé 2 fois cette semaine-là et a trouvé un Andrew Martin chaleureux, facile, complètement normal. Au téléphone les 2 fois. J'étais présent à chaque dîner, constant à chaque appel, le même homme que j'avais toujours été, parce que j'étais le même homme. Rien de tout cela ne m'avait changé. Cela n'avait fait que confirmer ce que je savais déjà sur ce que j'avais construit et ce que cela méritait. 2 semaines après avoir signé les papiers de vente, j'ai fait ma valise, suis allé à l'aéroport international de Denver et embarqué pour Santa Fe, Nouveau-Mexique. Je suis resté 6 jours dans une petite auberge sur Canyon Road. J'ai bien mangé. J'ai marché sur la place tous les matins quand l'air était
Encore frais et que la lumière faisait ce qu'elle fait au Nouveau-Mexique. Dorée. Et lente et complètement indifférente à tout ce qui se passait au Colorado. J'ai lu 2 livres que je voulais lire depuis 1 an. J'ai dormi sans réveil. Tous les matins. Et j'ai envoyé des cartes postales, une à Daniel, une à Dave. Et celle-ci, j'avoue l'avoir appréciée le plus. À la maison de Daniel et Cassie. Adressée à la famille, une photo de la plaza de Santa Fe sur le devant. Une simple note au dos. Je prends du temps. Bientôt de retour. J'espère que tout le monde va bien. Papa, je veux que tu penses à ce que cette carte postale a fait à Cassie quand elle l'a tenue entre ses mains. La maison de Loveland venait d'être vendue. L'homme qui l'avait vendue n'avait rien dit, rien expliqué, rien contesté, et se trouvait maintenant quelque part au Nouveau-Mexique, envoyant des cartes postales. Pas de colère, pas de confrontation, aucune indication de ce qui allait arriver ou quand. Juste un homme en vacances, en paix totale. Cette carte postale était un message. En soi. Et Cassie Bennett Martin, qui était considérablement plus astucieuse que son père, l'a compris dès qu'elle l'a retournée. Elle ne savait juste pas encore à quel point le message était profond. Si vous écoutez depuis un moment, laissez vos pensées en commentaire. Appuyez sur le bouton j'aime pendant que vous y êtes, et assurez-vous d'être abonné. Je suis revenu de Santa Fe un dimanche. Lundi matin, j'ai appelé Daniel. Salut, papa, dit-il, comment s'est passé le voyage? Restaurateur. Dis-je. Écoute, j'ai besoin de convoquer une réunion de famille. Chez moi. Samedi après-midi. Toi et Cassie, vous pouvez venir. Une pause. Tout va bien? Tout va bien, dis-je. Mieux que bien. J'ai des choses que je veux que tout le monde entende ensemble, directement, en même temps. Une pause. Bill Tanner sera là. Le silence sur la ligne avait une qualité particulière. Le silence d'un jeune homme vif qui évalue rapidement les variables et aboutit à une forme qu'il ne peut pas encore nommer. Nous serons là, dit-il. Le samedi arriva comme les jours importants le font. Toujours, ressemblant exactement à n'importe quel autre jour jusqu'à ce que vous soyez dedans. Matin clair du Colorado. J'étais levé à 6 heures, le café en marche. La maison silencieuse de la manière que j'ai toujours aimé. Ce calme particulier du matin à Fort Collins, comme si toute la ville décidait encore de commencer. Bill arriva à 13 heures, 30 minutes avant tout le monde. Il entra, posa sa mallette sur la table de la salle à manger, accepta un café et examina ses documents avec la satisfaction tranquille d'un homme qui a construit quelque chose dont il est fier. Comment voulez-vous jouer ça, dit-il. Professionnellement. Dis-je. Présentez-leur tout. Pas de commentaires, pas de drame, juste les documents tels qu'ils sont écrits. Éclaircis la gorge, et vous? Je m'assierai au bout de la table. Dis-je, et laisserai les papiers parler. Bill faillit sourire. Tu as prévu cette réplique il y a 3 semaines, dis-je. Daniel et Cassie arrivèrent à 1h28. Daniel en flanelle. Cassie dans un pull léger, les cheveux tirés en arrière. Tous deux portaient l'énergie prudente de personnes ayant passé plusieurs jours à essayer de déchiffrer une situation qu'ils n'avaient pas assez d'informations pour comprendre pleinement. Les yeux de Cassie allèrent immédiatement vers la mallette de Bill sur la table, puis vers Bill lui-même, puis vers moi. Je souris, chaleureusement et sincèrement. Entrez, asseyez-vous. Nous prîmes nos places. Bill à une extrémité avec ses documents, moi à l'autre, Daniel et Cassie face à face au milieu, Daniel les mains jointes sur la table, Cassie les siennes sur ses genoux, très immobile. Merci à vous deux d'être venus, dis-je. J'ai demandé à Bill d'être là. Parce que j'ai pris des décisions concernant ma succession, et je veux que tout le monde les entende clairement, directement et en même temps. Pas de confusion. Pas d'informations de seconde main, pas de surprise plus tard.
Je l'ai. Regardez tous les deux fixement. Bill, allez-y. Bill ouvrit le premier document et ce qui se passa pendant les 40 minutes suivantes ne fut pas une confrontation. Ce ne fut pas une scène. Il n'y eut pas de voix élevée, pas de doigts pointés, pas de moment où quelqu'un se leva de manière dramatique et dit quelque chose qu'il avait répété. Ce fut quelque chose de plus calme que tout cela et de significativement plus permanent. Ce fut un homme lisant des documents juridiques à une table de salle à manger à Fort Collins, Colorado. Bill commença par la vente de la propriété de Loveland. Confirmé, achevé, close. Les fonds perçus intégralement. Il glissa l'état de clôture au centre de la table. Daniel le regarda. Cassie le regarda. Ni l'un ni l'autre ne parla. Puis la fiducie. Bill l'expliqua comme il explique tout. Méthodiquement, sans hâte, dans le langage précis d'un homme qui comprend que la clarté est la chose la plus puissante qu'un document juridique puisse offrir. L'héritage de Daniel fut entièrement détaillé, complet, généreux. Pas $1. De moins. Son père ne l'avait pas puni. De l'autre côté de la table, je vis les épaules de Cassie s'affaisser, à peine perceptiblement, juste une fraction. Alors que le poids qu'elle portait depuis l'arrivée de la carte postale commençait à s'alléger. Puis Bill tourna la page et lut la clause. Mot pour mot, l'exigence d'un accord post-nuptial, d'un conseiller indépendant. D'une exécution volontaire, dûment enregistrée comme condition de tout accès conjugal aux actifs de la fiducie. Le silence qui suivit fut le silence le plus complet que j'ai jamais entendu dans ma propre maison. J'observai le visage de Cassie passer par 3 choses distinctes en l'espace d'environ 4 secondes. D'abord, le choc. Le genre involontaire, que vous ne pouvez ni fabriquer ni cacher. Le genre qui arrive avant que l'esprit n'ait le temps de s'organiser. Deuxièmement, la reconnaissance. Quelque chose bougeant derrière ses yeux. Une lente compréhension que ce que son père avait dit dans ce salon de Loveland n'avait pas seulement été témoigné, n'avait pas seulement été rappelé, mais avait été traduit en document, en langage juridique. En quelque chose qui était maintenant sur une table de salle à manger et dont elle ignorait l'existence 30 secondes auparavant. Et troisièmement, et c'est ce qui m'a tout dit sur Cassie Martin, quelque chose qui ressemblait remarquablement à du soulagement. Le soulagement brut. Compliqué, difficile d'une personne qui portait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer et qui venait de le voir nommé à voix haute par quelqu'un d'autre. Elle me regarda. Je soutins son regard. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de compte réglé à travers une table. Juste un contact visuel stable, clair, direct qui disait « Je te vois. J'ai vu cela. Et j'ai fait ce que je devais faire. » Elle baissa de nouveau les yeux vers la table. Daniel avait lu la clause 2 fois. Je pouvais le dire à la façon dont ses yeux revenaient au début. Quand il me regarda, son visage avait subi son propre réarrangement silencieux, non pas vers la colère, non pas vers la défensive, mais vers quelque chose que je reconnaissais parce que je l'avais ressenti moi-même. Debout dans un entrepôt de Fort Collins à 27 ans et comprenant pour la première fois que le jeu était sérieux et qu'il fallait le jouer comme tel. Comprendre que la clause n'était pas une punition. Ce n'était pas une accusation envers Cassie. C'était un mur construit autour de son avenir par un homme qui avait vu quelqu'un compter cet avenir avant qu'il ne soit à eux et avait décidé, sans drame et sans malice, que ce ne serait plus jamais aussi facile. Daniel comprit que son père venait de le protéger. Bill se tourna vers le document final, le fond de legs. Il l'expliqua clairement, une structure distincte entièrement financée par les recettes de Loveland, désignée exclusivement pour tout futur petit enfant d'Andrew Martin, leur éducation, leurs opportunités, leur début dans ce monde. Structuré pour contourner entièrement Daniel et Cassie si les circonstances l'exigeaient un jour. Allant directement aux enfants, propres, intouchables, attendant déjà des gens qui
n'existait pas encore. Cassie fit un bruit. Petit, involontaire, pas un mot. Juste le son qui s'échappe quand quelque chose vous atteint là où vous ne vous gardiez pas. Elle pressa ses lèvres et regarda la table. Et Daniel tendit la main et posa la sienne sur la sienne, là, sans hésitation. Sans me regarder pour permission ou direction, il tendit juste la main et couvrit celle de sa femme et la tint. Je regardai mon fils à ce moment-là et sentis quelque chose se fixer dans ma poitrine qui était restée instable pendant des semaines. Quoi qu'il arrive entre Daniel et Cassie, quelles que soient les conversations qui les attendaient dans la voiture en rentrant, dans les jours et les semaines à venir, mon fils allait bien. Il était assez fort pour protéger son mariage et comprendre son père en même temps. Il n'avait pas à choisir. Je m'étais assuré de cela. C'était tout le but. Bill rassembla ses documents avec une efficacité tranquille, ferma sa mallette. Avec un léger clic final, me regarda, je hochai la tête. Puis je repoussai ma chaise de la table, me levai et boutonnai le bouton central de ma veste. Sans hâte. La façon dont vous boutonnez une veste quand quelque chose est terminé et que vous êtes prêt pour la suite. Je regardai autour de cette table. Bill, qui avait construit cela avec moi et l'avait exécuté sans faille. Mon fils, qui avait les yeux de sa mère et mon entêtement, et plus de force. Tranquille en lui qu'il n'avait jamais eu de raison d'utiliser pleinement. À Cassie, qui me regardait avec une expression que je ne savais pas qualifier. Avec un seul mot juste. Compliqué, brute et plus honnête que tout ce que j'avais vu d'elle depuis le début de toute cette affaire. Je parlais lentement. Non pas parce que je choisissais mes mots avec soin, mais parce que les choses vraies méritent d'être entendues au rythme auquel elles sont censées voyager. J'ai tout construit dans cette famille, dis-je. Chaque actif, chaque structure, chaque dollar, et chaque document que Bill vient de vous présenter. Je l'ai construit avec mes mains et mon temps, et des années de ma vie que j'ai donné volontairement parce que c'est ce que l'on fait pour les gens que l'on aime. Je fis une pause, et je l'ai protégé de la même manière. Parce que c'est aussi ce que l'on fait. Non pas pour punir, ni pour contrôler, mais parce que construire quelque chose sans le protéger n'est pas de l'amour. C'est juste de l'insouciance qui porte un joli visage. Puis je ramassai ma veste sur le dossier de la chaise. Maintenant, qui veut déjeuner? Bill resta déjeuner. Daniel me serra l'épaule. En sortant. Cette même poignée solide à la porte, celle qui dit tout sans rien dire. Cassie fit une pause sur le seuil, se retourna, me regarda un instant avec cette même expression compliquée et honnête. Puis elle hocha la tête. Petit, réel, et sortit. Parfois, c'est suffisant. Parfois, c'est tout. Dave, mon ami, appela à 4 heures. Comment ça s'est passé, dit-il. Bien, dis-je. Bien. C'est tout ce que j'ai. Ça s'est passé exactement comme prévu, dis-je. Bill était excellent. Les documents étaient blindés. Daniel a tout compris. Et Cassie, je me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine, j'ai regardé. L'après-midi du Colorado, les montagnes au loin, permanentes et inchangées. Complètement indifférentes aux suppositions de la famille Bennett sur ce qui leur appartenait. Cassie a hoché la tête en sortant, ai-je dit. La vraie. Dave resta silencieux un instant. Et Harold, quand il entendra, Harold entendra tout par l'intermédiaire de Cassie. La vente, la fiducie, la clause, le fond de legs. Il s'assiera dans sa cuisine à Wichita et comprendra ce que tout cela signifie. J'ai fait une pause et puis il pensera à un homme qui a vendu une maison, restructuré tout un patrimoine, s'est envolé pour le Nouveau-Mexique, a envoyé des cartes postales. Et est rentré chez lui pour convoquer une réunion de famille. Tout cela sans jamais élever la voix, sans jamais faire la moindre menace, sans jamais perdre son sang-froid. Et quand conclura-t-il, dit Dave. Je posai ma tasse de café. Que le jour où il est entré dans mon salon et Harry, dis-je.
fut la décision la plus coûteuse qu'il ait jamais prise. Le fond de legs est entièrement établi. Il attend patiemment, comme le font toujours les choses bien construites. L'accord post-nuptial a été signé cette semaine après la réunion de famille. Éclairci la gorge, conseil indépendant volontaire. Consigné, Cassie l'a signé. Elle-même. Harold Bennett n'a pas mis les pieds à Fort Collins depuis. Et quelque part à Wichita, Kansas, un homme qui a autrefois ouvert les bras dans le salon de quelqu'un d'autre et rit, est assis tranquillement avec son café du matin et pense à une réunion de famille à laquelle il n'a jamais été invité. À des documents qu'il ne verra jamais, à un fonds de legs créé pour des petits-enfants dont il ne peut toucher l'avenir. Il sait ce qui s'est passé. Il doit juste vivre avec chaque jour. Si vous avez apprécié cette histoire, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi d'où vous regardez. Je vous verrai à la prochaine.